De par l'état grave dans lequel se trouvaient les noblesses de sang et d'esprit, il n'était pas étonnant qu'une troisième classe humaine s'approprie provisoirement le pouvoir, la plutocratie. La forme constitutionnelle qui a pris le relais du féodalisme et de l'absolutisme a été démocratique, sa forme de domination plutocratique. Aujourd'hui, la démocratie est une façade de la plutocratie. Comme les peuples ne toléreraient pas la plutocratie nue, ils leur aient laissé le pouvoir nominal, tandis que le pouvoir effectif repose dans les mains des plutocrates. Dans les démocraties républicaines comme monarchiques, les hommes d'État sont des marionnettes, les capitalistes des tireurs de ficelles. Ils dictent les lignes directrices de la politique, ils dominent les électeurs par le biais de l'achat de l'opinion publique, les ministres par le biais des relations commerciales et sociétales. À la structure sociétale féodale s'est substituée la structure sociétale plutocrate. Ce n'est plus la naissance qui détermine la position sociale, mais le revenu. La plutocratie d'aujourd'hui est plus puissante que l'aristocratie d'hier, car rien ne se situe au-dessus d'elle, sinon l'État qui est son outil et son complice. Voilà donc pour cette petite mise en bouche qui donne un peu le ton de cette vidéo. C'est vrai que je vais être un peu critique et ne vais évidemment pas faire un éloge du système politique en place. Ce n'est pas possible intellectuellement, ça va bien au-delà du principe de Peter, si vous connaissez, c'est l'idée qu'on se lève tous à notre niveau d'incompétence. Donc au menu, un peu de méthodologie et pas mal de philosophie politique. Car la philosophie politique se prête bien à la pédagogie par sa clarté, son aspect, disons, concret, tout le monde connaît en bref. Nous restons dans le cadre de la notion de liberté, ici avec le référentiel social et collectif, avec la question du pouvoir sur soi que la société doit avoir sur elle-même, et selon quelle organisation politique spécifique. Dans ce cadre, la liberté équivaudra à la souveraineté. Le souverain, c'est celui ou ceux qui décident vraiment, en dernier ressort, dans une organisation politique. Et une question se pose d'emblée, à mon avis, c'est la suivante. Nous payons-nous de mots lorsque nous parlons dans nos sociétés de souveraineté populaire? Est-ce que la fin du principe de souveraineté monarchique de droit divin équivaudrait, sans médiation directement, à la souveraineté du peuple? Concernant la méthodologie, j'ai choisi pour vous la très pertinente métaphore du cylindre, avec cette image qui est le fruit du travail de Jean-Christophe Benoît, que je remercie au passage. Cette image peut servir de repère pédagogique concret. En effet, elle montre qu'il est possible de ne percevoir que le carré bleu ou le disque jaune. La logique dirait alors, du fait qu'une chose ne peut pas être une chose et une autre, que l'une des deux perceptions est erronée, que l'un des deux se trompe. Or, grâce à la vue du cylindre, et comprenant que l'angle de l'éclairage bleu donne le carré et l'autre angle d'éclairage jaune le disque, on peut passer à une vérité supérieure, englobante, qui donne raison aux deux perspectives, tout en les niant et les dépassant. Dédicace à Hegel, thèse, antithèse, synthèse. Eh bien, je trouve que c'est typiquement là une bonne représentation de ce qu'est le dépassement en philosophie, propre à la troisième partie de la dissertation, cœur de l'exercice, mais peut-être plus obligatoire. De même, pour l'exemple, on pourra dire que si la religion est à la fois utile et inutile, cette contradiction logique se résoudra en donnant le référentiel de validité de ces affirmations, en apparence contradictoires. Par exemple, on pourra dire que la religion elle est utile du point de vue de la cohésion sociale et de la politique, et inutile peut-être dans le cadre de la recherche de la vérité objective. Essayez donc, chers élèves, de garder cette cylindrique idée en tête, celle du dépassement et de la précision du référentiel, de la précision du domaine de validité d'une idée. Vous ne direz plus donc cela dépend des points de vue. Pour vous arrêter là, vous donnerez au contraire le référentiel et la précision qui convient. Donc ne vous arrêtez pas là où il s'agirait de commencer. Bien, je dois tout de même indiquer que cette métaphore du cylindre, elle est fréquemment utilisée dans le cadre de la célèbre dualité de la lumière, le problème de la dualité de la lumière, tantôt onde, tantôt particules ou corpuscules, et donc une lumière qui se comporte de manière différente, voire la célèbre expérience de Jung sur ce sujet, les fentes de Jung.
Alors Einstein postule l'existence sous forme de particules, donc, de ce qu'on appellera après lui le photon, afin d'expliquer l'effet photoélectrique. On dira ensuite plus tard, qu'il y a une unité entre l'onde et la particule, non pas simplement avec la lumière, mais avec toute particule, avec le très grand physicien français Louis de Broglie, ça s'écrit, mais on dit de Broglie. Alors on devrait s'arrêter là, mais c'est vrai que se greffe sur ce gros dossier la question de la superposition et de l'interprétation de Copenhague avec Bohr. Et tous les problèmes épistémologiques qui s'ensuivent, eu égard, premièrement, à la relativité de ce qu'on appelle dans la physique quantique la mesure, donc des guillemets à mesure, parce qu'en effet on intervient activement sur les phénomènes, l'on aimerait bien pourtant pouvoir observer passivement. Et deuxièmement, au rapport douteux de la physique au réel, de par un surinvestissement franchement contre-intuitif, philosophiquement, du rôle de l'observateur, sont des choses assez étonnantes. Alors, repensons à notre cylindre méthodologique et revenons à nos photons. Je vais ainsi illustrer cette idée de dépassement avec un sujet bien plus simple, en théorie, peut-être pas en pratique, sujet bien plus simple de philosophie politique, en commençant par le trivial, faut-il aller voter, pour aller jusqu'à la considération de l'organisation du pouvoir, à savoir la si décisive constitution comme objet philosophique prioritaire, me semble-t-il. C'est le bon niveau du débat et de la réflexion politique que de réfléchir à la Constitution, plus qu'au parti. Bien alors, en effet, nous observons souvent qu'une bonne part de nos concitoyens ont des réticences à aller voter, là où une autre bonne part ne comprend pas ce refus. La thèse invitant au « oui », il faut aller voter, dirait alors en substance qu'évidemment, il faut aller voter, que nos ancêtres se sont battus pour un tel droit, que nous avons la chance d'avoir une démocratie, que c'est notre devoir, et que de plus, si vous ne votez pas, vous comptez pour rien, et quelque part, n'avez plus le droit de vous plaindre. De l'autre côté, avec un certain cynisme, un bon nombre estiment que cela ne sert pas à grand-chose, que les médias font l'élection, que les candidats disent ce que le peuple veut entendre et font ensuite ce qui les arrange, et c'est souvent le contraire. Qu'il ne s'agit là que d'un rituel folklorique de soumission. En bref, comme le disaient les anarchistes, élection, piège à con. Bon, j'ai bien peur qu'ils aient, comme souvent, raison. On peut penser d'ailleurs la citation en exergue de cette vidéo où les capitalistes achètent l'opinion publique, nous dit l'auteur, lors des élections et avec les médias de masse, peut-on justement penser. Concernant l'aspect folklorique, je tiens l'idée de Thierry Ménissier, et selon lequel nous aurions envers notre pseudo-démocratie, c'est moi qui rajoute pseudo, actuelle donc, un rapport folklorique. Écoutons-le. Les cultures nationales ne courent-elles pas le risque de se voir transformées en folklore artificiel et inefficace du point de vue politique, sous l'effet de deux tendances actuelles et liées l'une à l'autre? D'une part, le fait que la souveraineté, politique et économique, échappe aux initiatives des États-nations, et de l'autre, la perte de l'identification classique des individus en tant que citoyens d'une communauté nationale? Plus loin, l'auteur parle de folklorisation des traditions pensant aux Indiens d'Amérique, avec des traditions pittoresques mais sans signification profonde. L'auteur se demandant alors si la crise traversée partout en Europe par la culture de l'État-nation ne trahit-elle pas le soupçon que nous avons de la montée de l'insignifiance de nos pratiques civiques nationales? Dès lors, inspirés par l'auteur, ne pourrions-nous pas penser que nos élections, ce ne sont que nos danses de la pluie à nous autres Européens, en particulier, appartenant à l'UE. Donc vous voyez, ces deux thèses contraires ont de très bons arguments. Nous avons de très bonnes raisons de vouloir voter, même pour le moindre mal, histoire de compter dans la balance, d'exprimer notre civisme, notre sentiment d'appartenance. Au moins nous prenons du temps pour notre collectivité. Pourquoi céder au désespoir des abstentionnistes ? De l'autre côté, non seulement la nature humaine est si désespérante de conformisme que nous sommes obligés de constater combien les médias font l'élection. Et même encore, nous pouvons nous demander si nous votons vraiment pour des gens qui sont sincères et ou ont du pouvoir. Les deux thèses semblent à la fois pleinement rationnelles et légitimes, et pourtant, de prime abord, irréconciliables. Pourtant, nous allons tenter de les dépasser de manière rationnellement satisfaisante, en tout cas je l'espère, et ce en nous orientant vers le cœur du problème avec l'idée suivante.
Il s'agit de thinking outside the box, c'est-à-dire penser hors de la boîte, en comprenant donc que le problème n'est pas vraiment fondamentalement de savoir s'il faut aller voter ou pas voter, mais que le vrai problème, c'est l'objet, la nature du vote dont il est question. Donc vous voyez, on fait un pas de côté, et dans le dépassement, on prend du recul, on change en quelque sorte de point de vue, de référentiel, d'angle de vision. On essaie d'englober, comme avec l'exemple du cylindre. Les deux thèses, donc, auraient à la fois raison et tort. Ce ne sont que des vérités partielles, dirions-nous. Faisant remarquer cela, on va essayer de concilier les contraires, c'est-à-dire de mettre un petit peu tout le monde d'accord, en tout cas le maximum de personnes, avec cette idée que on arriverait à une conclusion plus raisonnable, susceptible de faire consensus. En tout cas, je l'espère. Ainsi, si on vote pour un représentant, c'est-à-dire un maire, un député ou même un président, alors peut-être que notre vote, en effet, ne sert peut-être pas à grand-chose. Si au contraire l'objet du vote est une loi, un projet, un élément constitutionnel, à valider ou pas, alors le vote a bien plus de sens. Sous-entendu, l'antithèse votée ne sert à rien, elle est légitime. Mais si on allait voter sur des lois précises, alors les arguments de cette même antithèse tomberaient peut-être. Dès lors, la première thèse aurait raison, il faut toujours aller voter. Et deuxièmement, on aurait pris en compte les critiques de l'antithèse en faisant du vote quelque chose de plus sérieux et clair. Disant cela, je songe à une extension de la philosophie cartésienne, celle des idées claires et distinctes, de la théorie de la connaissance à la politique. Un peu de Descartes en politique nous ferait peut-être du bien. Dans le cadre du vote législatif, le peuple retrouve alors clarté et pouvoir réel. C'est là, vous le comprenez bien, l'exact contraire de nos réalités pseudo-démocratiques, car électives, où le couple confusion-impuissance règne. Il ne s'agit pas là d'accabler les partis, on le comprend, le flou et les idées contraires, en même temps, sont probablement des éléments stratégiques obligatoires pour qui veut emporter l'adhésion majoritaire. Il faut en quelque sorte se placer au centre et être relativement d'accord avec tout le monde pour l'emporter, je comprends. Mais en ce qui nous concerne, nous avons besoin d'une distinction conceptuelle entre pouvoir électif et pouvoir législatif du peuple. Donc dans le dépassement, on peut espérer faire consensus et dépasser, ou au minimum alléger l'opposition entre deux thèses contraires. Et on le voit, voter peut recouvrir des actes assez différents. Et on ressent, en effet, je le répète, la nécessité de distinguer le vote électif du vote législatif ou constitutionnel. Une même méthode pour des objets si différents. Un même vote, mais avec d'un côté du flou et la cession de notre pouvoir, et de l'autre de la clarté avec l'expression même de notre pouvoir. Ainsi, dans notre troisième partie, celle du dépassement, il sera jugé toujours bon d'exercer son droit de vote, conformité avec la thèse, mais qu'il serait préférable de voter pour quelque chose de clair, comme des lois précises, et là ça serait la conformité avec l'antithèse, afin que le vote ait vraiment du sens. On lèverait les objections de l'antithèse. En d'autres termes, c'est le vote électif et lui seul, dans son état actuel, qui pour l'essentiel pose problème, car on vote pour tout un programme sur lequel il y a du flou, sans mandat impératif, sans possibilité de révocation de la personne élue si elle ne respecte pas ses engagements, sans force révocatoire du vote blanc non plus. Si vous êtes attentif et critique, vous aurez noté que l'idée selon laquelle les médias font l'élection, en principe, elle corrompt aussi le vote législatif, n'est-ce pas? C'est vrai. Il faut alors mettre en place un temps médiatique plus long avec une garantie de débat contradictoire afin d'espérer lever ce problème. En tout cas, ce bénéfice de la clarté propre au vote législatif a l'immense avantage de nous faire sortir de la logique clanique des partis politiques avec leurs guerres identitaires, leur associationnisme, bref, toute cette guerre historico-culturelle dans laquelle ils nous embarquent un peu comme des otages. Le vote législatif a infiniment plus de chances de laisser émerger la raison et les arguments rationnels nécessaires à l'intérêt général. Les partis politiques font partie du problème. J'ajoute immédiatement cependant que certains partis politiques proposent au peuple ce vote législatif occasionnel, sous la forme du référendum d'initiative citoyenne, et je suis alors forcé de les respecter. Les autres partis qui ne le proposent pas semblent donc estimer que le peuple n'a évidemment pas à avoir voix au chapitre. Et donc, comme je suis conséquent, réciproquement et rationnellement,
Ces derniers n'existent pas pour moi, ils ne comptent pour rien. Et je me permets d'ajouter que ces néants de la démocratie sont les autoritaires, les vrais. Ils n'ont rien à faire du consentement du peuple. Ils sont des extrémistes qui se font médiatiquement passer pour des modérés, mais bon, leur méthode en dit suffisamment long, et je crois qu'il ne faut pas se laisser abuser. Alors c'est que nous sommes dans le cadre de la notion de liberté, et dans le cadre social. Et donc il est question du pouvoir sur soi que peut avoir la société. Et d'un point de vue démocratique, donc, on pourrait dire que un système politique qui respecte vraiment le peuple, eh bien, il est soucieux de son activité législative, même ponctuelle, et donc de son consentement. La liberté d'un peuple, c'est son pouvoir, le fait qu'il ait du pouvoir sur sa destinée, le fait qu'il soit donc souverain et participe en droit à l'activité législative. Il faut arrêter avec le avant on disait vox populi, vox dei. On peut peut-être pas continuer dans le vox populi, vox dei typique de l'époque. C'est pas raisonnable. Ainsi, les peuples des régimes de démocratie semi-directe, je pense à la Suisse, sont a priori ou en théorie plus libres que les autres peuples au sein des régimes de démocratie représentative seulement, comme c'est le cas en France. Bon, je dis a priori au sens de en général. Donc les éléments de vote législatif, me semble-t-il, ne peuvent pas nuire globalement à la liberté d'un peuple. Cette façon suisse de faire, avec ses votations et ses référendums d'initiative citoyenne, j'ai cru comprendre que ça se pratique depuis le XVe et XVIe siècle quand même. Quelle leçon, quel grand peuple quand même. Je pense que la lumière de l'Europe, c'est pas Bruxelles, c'est plutôt la Suisse. Je crois que c'est quand même scientifique. Il va de soi que le peuple a bien plus de pouvoir avec le vote législatif qu'avec le vote électif, il faut que ce soit très clair. Dès lors, son vote a bien plus de sens. En changeant un peu de perspective, on peut aussi rajouter, pensant à nos pauvres parlementaires maltraités, à l'époque du 49-3, que peut-être ces derniers aussi pourraient dire « bah oui, on aimerait bien une démocratie représentative, nous, déjà ». Donc vous voyez, il y aurait toute une gradation à faire en termes de ce qu'on pourrait appeler un indice de démocratie. Ce serait le nombre de lois votées par le peuple par rapport à l'ensemble des lois votées, ou un indice de cet ordre-là. Et donc, si les parlementaires reprenaient la place qui leur revient, peut-être même seraient-ils heureux de pouvoir, de temps à autre, être eux-mêmes parlementaires à l'origine d'un référendum d'initiative, enfin un référendum populaire, et on appellerait ça un référendum d'initiative parlementaire, en somme. Peut-être qu'ils apprécieraient, peut-être qu'ils se sentiraient respectés aussi. On se sentirait doublement respecté, et Parlement et peuple, dans un même mouvement. On voit qu'il serait intéressant. C'est que notre démocratie est tellement fatiguée qu'on peut quand même se demander s'il ne serait pas le temps d'être constitutionnellement audacieux. Bref, cela étant dit, j'espère avoir convaincu du fait que le peuple a bien plus de pouvoir avec le vote législatif qu'avec le vote électif, et que dès lors, son vote a bien plus de sens, et que cela lève les oppositions, et que les oppositions s'amenuisent. Et au sein du vote électif, par contre, il faudrait rajouter que aller désigner des représentants, ou même un président, qui proposerait des éléments de cet ordre, c'est-à-dire redonner du pouvoir législatif au peuple, eh bien, c'est un vote qui aurait du sens, bien plus que d'aller voter pour des gens qui ne le proposent pas. Donc voilà encore une gradation qu'on peut apporter. Donc j'associe le sens du vote à cet élément de respect du peuple, de consentement et donc de pouvoir législatif, même si c'est que très ponctuel. Ce pouvoir accordé ou pas au peuple fait, me semble-t-il, une réelle différence en termes de degré de liberté. Et cette liberté-là semble tout à fait réelle et concrète, elle fait clairement sens. Elle peut être augmentée ou diminuée, et je pense qu'on ne pourrait pas dire que cette liberté est une illusion ou quelque chose qui ne compte pour rien. Non, c'est très important, je pense, pour beaucoup de peuples sur la planète. Je vois même, mais peut-être à tort, cette activité législative comme un élément, un développement naturel des droits de l'homme et du concept de dignité humaine. Autrement dit, respect et liberté populaire sont inscrits dans cette façon suisse de faire. Mais peut-être que je me fais des illusions, mais j'ai l'impression que c'est quand même naturel et que ça devrait faire partie du développement
normale de nos sociétés éprise de liberté et de respect des gens et de l'individu. Nous passons à présent de cette triviale question à une question un peu plus philosophique. Suffit-il de voter pour être en démocratie ? Eh bien, nous devons comprendre que le suffrage universel est certes une condition nécessaire, probablement, mais non suffisante à la démocratie. Et qu'il faut bien quelque chose de plus. Et on l'a vu, le vote électif n'est pas le vote législatif, et la démocratie est clairement bien plus du côté du législatif. Si la démocratie s'entend comme étant le pouvoir du peuple, un régime politique dans lequel on gouverne le peuple par le peuple, pour le peuple, eh bien on comprend d'emblée alors qu'il y a un but, l'intérêt général et une méthode, le peuple doit être actif. Ainsi, voter des lois, tel devrait être normalement le pouvoir du peuple dans une démocratie digne de ce nom. Je le répète, pas toutes les lois, mais au moins de temps en temps. J'exprime donc ici une vision un peu légicentrique de la souveraineté démocratique. Un peuple libre, dans une société démocratique, n'a pas à jouer le rapport de force et la grève générale pour se faire entendre. Il a un pouvoir législatif, et son consentement est ainsi respecté, inscrit à même la Constitution. Le peuple est normalement le souverain, c'est-à-dire qu'il est celui qui décide en dernier ressort, celui qui est à la source de l'autorité légitime, et qui peut doit être même mobilisé afin de trancher les sujets difficiles. Quelques références à présent de textes importants. Les démocraties contemporaines sont issues d'une forme de gouvernement que ses fondateurs opposaient à la démocratie. L'usage nomme démocratie représentative les régimes démocratiques actuels. Cette expression, qui distingue la démocratie représentative de la démocratie directe, fait apparaître l'une et l'autre comme des formes de la démocratie. Toutefois, ce que l'on désigne aujourd'hui sous le nom de démocratie représentative trouve ses origines dans des institutions qui n'ont nullement été perçues, à leur début, comme une variété de la démocratie ou une forme de gouvernement par le peuple. La démocratie est le gouvernement dans lequel les fonctions sont distribuées par la voie du sort. L'oligarchie, celui où l'autorité dépend de la fortune, l'aristocratie, celui où elle dépend de l'éducation. La monarchie, comme son nom l'indique aussi, est le gouvernement où un seul chef commande à tous. Il y a deux monarchies, la monarchie réglée, ou la royauté, et celle dont le pouvoir est illimité, ou la tyrannie. On ne doit pas laisser ignorer la fin de chacune de ces formes gouvernementales, car on se détermine toujours en vue de la fin proposée. La fin de la démocratie, c'est la liberté, celle de l'oligarchie, la richesse, celle de l'aristocratie, la bonne éducation et les lois, celle de la tyrannie, la conservation du pouvoir. Il est donc évident qu'il faut distinguer les mœurs, les lois et les intérêts qui se rapportent à la fin de chacun de ces gouvernements, puisque la détermination à prendre sera prise en vue de cette fin. Sitôt que le service public cesse d'être la principale affaire des citoyens et qu'ils aiment mieux servir de leur bourse que de leur personne, l'État est déjà près de sa ruine. Faut-il marcher au combat? Ils payent des troupes et restent chez eux. Faut-il aller au conseil? Ils nomment des députés et restent chez eux. À force de paresse et d'argent, ils ont enfin des soldats pour asservir la patrie et des représentants pour la vendre. Dans une cité bien conduite, chacun vole aux assemblées. Sous un mauvais gouvernement, nul n'aime à faire un pas pour s'y rendre, parce que nul ne prend intérêt à ce qui s'y fait, qu'on prévoit que la volonté générale n'y dominera pas, et qu'enfin, les soins domestiques absorbent tout. Les bonnes lois en font faire de meilleures, les mauvaises en amènent de pires. Sitôt que quelqu'un dit des affaires de l'État, « que m'importe », on doit compter que l'État est perdu. L'attiédissement de l'amour de la patrie, l'activité de l'intérêt privé, l'immensité des États, les conquêtes, l'abus du gouvernement ont fait imaginer la voix des députés ou représentants du peuple dans les assemblées de la nation. C'est ce qu'en certains pays, on ose appeler le tiers-État. Ainsi, l'intérêt particulier de deux ordres est mis au premier et au second rang, l'intérêt public n'est qu'au troisième. La souveraineté ne peut être représentée par la même raison qu'elle ne peut être aliénée. Elle consiste essentiellement
dans la volonté générale, et la volonté ne se représente point. Elle est la même, ou elle est autre. Il n'y a point de milieu. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants. Ils ne sont que ses commissaires. Ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle. Ce n'est point une loi. Le peuple anglais pense être libre. Il se trompe fort. Il ne l'est que durant l'élection des membres du Parlement. Sitôt qu'ils sont élus, il est esclave. Il n'est rien. Dans les courts moments de sa liberté, l'usage qu'il en fait mérite bien qu'il la perde. L'idée des représentants est moderne. Elle nous vient du gouvernement féodal, de cet inique et absurde gouvernement dans lequel l'espèce humaine est dégradée et où le nom d'homme est en déshonneur. Dans les anciennes républiques et même dans les monarchies, jamais le peuple n'eut de représentants. On ne connaissait pas ce mot-là. Comme dans un État libre, tout homme qui est censé avoir une âme libre doit être gouverné par lui-même. Il faudrait que le peuple encore eût la puissance législative. Mais comme cela est impossible dans les grands États et est sujet à beaucoup d'inconvénients dans les petits, il faut que le peuple fasse par ses représentants ce qu'il ne peut pas faire par lui-même. Le grand avantage des représentants, c'est qu'ils sont capables de discuter les affaires. Le peuple n'y est point du tout propre, ce qui forme un des grands inconvénients de la démocratie. Bien, la vidéo étant suffisamment longue, je vous donne donc rendez-vous pour la deuxième partie d'ici peu. Très bientôt sur Philosophie.